Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé mardi une poignée de main historique. Cette image symbolique et longtemps inimaginable marque l'ouverture d'un sommet lourd d'enjeux pour l'Asie et le monde. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement a annoncé dimanche la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie suspect de sa maison. Il demande une enquête indépendante pour élucider le drame. La lutte contre des sachets plastiques est amorcée au Bénin pour contribuer à l'éradication de ces polluants. Plusieurs associations engagées dans la sauvegarde de l'environnement ont effectué la première édition des cours en ligne. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est ce qu'il convient d'appeler l'événement de l'année. Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé mardi une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Cette image symbolique est longtemps inimaginable après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord, marque l'ouverture d'un sommet lourd d'enjeux pour l'Asie et le monde. Les deux hommes ont parcours et au style radicalement différent que plus de 30 ans séparent, se sont longuement serrés la main devant une grande rangée de drapeaux des deux pays ennemis dans un hôtel de luxe sur l'île de Sentosa à Singapour. Après cette scène observée avec attention par des millions de personnes à travers le monde, ils se sont réunis pour un tête-à-tête en présence seulement des interprètes qui devaient être suivis d'une rencontre avec leur équipe respective puis d'un déjeuner de travail. Donald Trump est prêt à inviter le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à la Maison Blanche, assure-t-il après avoir signé un document commun à la fin du sommet historique à Singapour. C'est une rencontre sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée dans nos prochaines éditions. Un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé dimanche à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, au Maroc. Le projet maroco-nigérian consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Reportage. Pour sa première visite officielle au Maroc, entamée ce dimanche après-midi, le président du Nigeria, accompagné d'une importante délégation, s'est entretenu avec le roi Mohamed au palais royal de Rabat. Les deux parties ont signé dans la soirée de dimanche 3 accords de coopération, dont un relatif au gazoduc devant relier les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet maroco-nigérien consiste en la construction d'une extension vers le Maroc, d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Le gazoduc mesure approximativement 5660 km, la construction devant se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l'Europe au cours des 25 prochaines années. La prochaine étape consiste à impliquer les États traversés et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, approcher les clients européens et entamer des discussions avec des banques internationales de développement pour tester leurs dispositions à financer ce projet. L'annonce du projet de gazoduc avait été faite en décembre 2016 à l'occasion d'une visite de Mohamed à Abuja où il avait rencontré Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a annoncé dimanche la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie suspect de sa maison. Ceci est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les défenseurs ont annoncé une enquête indépendante pour élucider le drame. Reportage. Notre camarade Luc Nkoulala est décédé dans un incendie suspect dans sa maison dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré l'un des responsables de ce mouvement de jeunes indignés basé à Goma, dans le Nord Kivu. Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte lâche sur la personne de notre camarade, même si jusque-là, nous ignorons l'origine du feu.
Le comité des laïcs catholiques, organisateur de 3 marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, dont la répression a fait 15 morts, exige une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de ce militant. Le 25 février, il avait été arrêté à Goma avec d'autres membres du mouvement Lucha. Dans un communiqué dimanche, la Lucha salue la mémoire d'un héros et modèle irremplaçable, toujours en première ligne dans les actions. Un autre militant pro-démocratie, Rossi Mukendi, a été tué par balle le 25 février dans la répression de la marche organisée par le collectif proche de l'Église catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après la fin de son mandat. Le procès de son présumé assassin s'est ouvert à Kinshasa devant un tribunal militaire, mais l'affaire est régulièrement renvoyée sans que le fond soit abordé. La fin du mandat officiel de Joseph Kabila a été marquée par des violences qui ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes les 19 et 20 décembre 2016 lors des manifestations organisées par l'opposition et des mouvements citoyens dont Lucha. La présidentielle, qui doit désigner un successeur au président Kabila, est prévue pour le 23 décembre 2018. Un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. C'était lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine, selon des sources onusiennes concordantes. Reportage. Le militaire burundais de la MINUSCA a été tué durant les combats et un soldat des forces armées centrafricaines FACA blessé. C'est ce qu'a indiqué une source onusienne à Bambari, sous couvert d'anonymat. Les combats ont pris place entre 17h et 20h dimanche, selon la source onusienne à Bambari. Un convoi des FACA en route vers Bangasso sud-est, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans les combats à Bambari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source de la gendarmerie de Bambari, qui ajoute que plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. Depuis début mai, Bambari a plusieurs fois été le théâtre d'affrontements. Mi-mai, l'ONU avait affirmé avoir repris le contrôle de la ville après que l'UPC ait attaqué plusieurs institutions, gendarmerie, commissariat, base de la MINUSCA. Les locaux de 9 ONG et ceux de la Commission nationale des réfugiés, CNR, ont été pillés en mai dans la ville, selon l'ONU. Le même mois, 9 personnes y ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires, dont un membre local d'une ONG et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville. Bambari, à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, jouissait jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la MINUSCA, début 2017, pour en déloger l'UPC qui en avait fait sa base. Depuis, l'ONU a fait de Bambari la vitrine de son intervention en Centrafrique, arguant que la ville était sans armes ni troupes armées. Plus de 150 migrants ont été secourus samedi par des gardes-côtes au large des côtes libyennes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Selon les informations rendues publiques dimanche par la marine libyenne, ces migrants étaient à bord de 2 embarcations pneumatiques. Reportage. Une patrouille des gardes-côtes de Tripoli a secouru ce samedi 152 migrants, dont 19 femmes et 3 enfants, qui étaient à bord de 2 embarcations pneumatiques. Une première opération s'est déroulée au nord de Zouara, une ville côtière proche de la frontière avec la Tunisie et située à 100 km à l'ouest de Tripoli. La seconde a eu lieu au large de Garabouli, à l'est de la capitale. Les gardes-côtes n'ont pas fait état de mort ou de disparus. Les migrants originaires de pays africains et arabes ont été ramenés ce samedi soir à Tripoli avant d'être transférés dans un centre de rétention à Tajoura, en banlieue. Aucun détail n'a été fourni sur le point de départ des embarcations, mais les passeurs organisent généralement les départs depuis l'ouest de la Libye à destination de l'Italie située à quelques 300 km. Pendant des années, les gardes-côtes italiens ont coordonné depuis Rome toutes les opérations de secours dans la zone. Désormais, ils transmettent chaque signalisation à Tripoli. Ces derniers mois, les gardes-côtes libyens ont ainsi mené un nombre croissant d'opérations de secours, reconduisant ensuite les migrants en Libye aux grandes dames des défenseurs des droits de l'homme. On reste avec les migrants pour dire que l'Espagne a accepté d'accueillir le navire transportant les 629 migrants secourus au large de la Libye. Leur sort était l'enjeu d'un bras de fer entre Malte et l'Italie. Reportage.
L'annonce ce lundi du gouvernement de Pedro Sánchez a fait effet de grande surprise. À travers un communiqué, le président du gouvernement espagnol a donné des instructions pour que l'Espagne honore les engagements internationaux en matière de crise humanitaire. De ce fait, il a annoncé qu'il accueillerait dans un port espagnol le navire Aquarius dans lequel se trouvaient plus de 600 personnes abandonnées à leur sort en Méditerranée. Cette décision survient alors qu'un bras de fer commençait à s'installer entre la petite île méditerranéenne, Malte, et l'Italie, qui ont décidé tous deux de fermer leurs ports malgré les appels internationaux à accueillir ces migrants. En effet, le sort de 629 migrants secourus au large de la Libye semblait sans solution jusqu'à la mi-journée lundi. Parmi eux, 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a crié victoire après que l'Espagne eut annoncé son intention d'accueillir ce navire chargé des migrants. Il a aussi averti les autres navires des ONG qu'ils risquaient de connaître la même situation. L'Italie considère qu'elle est laissée seule à la manœuvre de la gestion de la crise migratoire, sans aide de ses partenaires en Europe, et Salvini s'est également réjoui d'avoir ouvert un front en Europe sur ce problème. Le nouveau ministre de l'Intérieur, nouvellement arrivé au pouvoir, a promis d'enrayer le flux migratoire à destination de l'Italie et d'expulser les clandestins. C'est parti au Bénin. La lutte contre les sachets plastiques est amorcée après le vote de la loi et son adoption. Eh bien, les associations et ONG ont amorcé une série d'activités pour donc participer à cette lutte. La première édition ici est comptée par Claire Stéphane Sacrabeto. Pour accompagner l'élan pris par le Bénin en adoptant la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables au Bénin, a été initiée l'activité éco-running. Il s'agit de faire du jogging sur une certaine distance en ramassant les sacs plastiques jetés dans la nature. La première édition s'est déroulée le 9 juin, mais sous une pluie qui n'a pas découragé les quelques braves participants. J'ai participé aujourd'hui à l'éco-running pour le ramassage des sachets, l'initiative Sachet Helou. Et je trouve que c'est une très belle initiative. C'est ma première fois de participer à une telle initiative. Et il y a aujourd'hui la pluie qui nous a vraiment accueillis. Et déjà, dès le début, ça a commencé, c'était intense, mais ça ne nous a pas découragés. On a continué même sous la pluie et vraiment, j'ai aimé. Le seul élément, c'est que la pluie ne nous a pas aussi permis de pouvoir tout ramasser sur notre passage parce qu'avec les flots, il y a des sachets qui partaient. Il y avait aussi des vents, donc on attrapait des sachets qui se déchiraient ou quoi. Mais vraiment pour nous, à un moment, c'était comme un jeu. Mais ça s'est très bien passé. Je félicite les initiateurs et je pense que c'est un événement à renouveler. Mais à côté de ça, il faudrait aussi que la sensibilisation soit intensifiée par rapport au fait de jeter les sachets sur les voies. Donc tout passera par la sensibilisation et encore beaucoup plus de sensibilisation de la population. La première édition a pris en compte l'axe Ganri-Fidjrosé, environ 9 km. La sauvegarde de l'environnement, un devoir de tous. Et vous avez raison, Claire Stéphane Sacrabeto. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika et restez donc câblés.